Kenyon, artiste raga hip-hop, c'est comme ça que je le définis. Je rappe et je chante, donc j'évolue plus ou moins dans deux réseaux à la fois, c'est-à-dire dans le reggae dancehall et dans l'hip-hop. J'ai commencé en 2005. J'ai sorti une première mixtape, le Calocal Volume 1, en 2008. J'ai sorti un album qui s'appelait Soul Revolt en 2010, où on pouvait retrouver des titres comme Mille et un flow, Garde espoir avec Taïro. J'ai sorti un 10 titres l'année d'après qui s'appelle L'étude de cas. Et là, je reviens le 23 septembre avec une mixtape qui s'appelle le Calocal Volume 2. En gros. Moi, j'ai toujours, avant de rapper, j'ai toujours été plus ou moins dans l'hip-hop. On s'essaye à tout, tu vois. J'ai dansé, j'ai graffé. Et j'ai commencé vraiment à rapper en rencontrant un gars qui fait partie de mon groupe actuellement qui s'appelle ECK et son prénom c'est MC Breed. Et c'était en plein été de galère. On était à fond dans le basket à l'époque. Et on savait qu'on allait passer tout l'été sur les playgrounds. Et puis un soir, voilà, il me montrait ce qu'il faisait. Je savais qu'il touchait un petit peu. Il m'a montré un peu, il se met à improviser. J'ai vu le truc. Ça m'a rendu ouf. Et à partir de là, voilà, on a commencé ensemble. Un peu plus tard, j'ai rencontré un son de système qui s'appelle Legal Shot. Avec qui, ça c'était un peu plus tard, c'était vers 17 ans, un truc comme ça. Où vraiment, ils ont commencé à me traîner un peu partout en France, dans les sons de système. Ils m'ont fait faire mes premières dubplates, mes premières sessions studio, etc. Donc c'est pour ça que j'étais déjà un peu un rappeur au sein d'un son de système, évoluant dans un groupe raga hip-hop. Et puis voilà, après l'évolution en solo s'est fait plus ou moins naturellement, c'est-à-dire que moi j'enregistrais, je faisais mes petits trucs. Et puis voilà, ça a émergé assez naturellement en fait. Pour en venir ici aujourd'hui. Entre-temps, j'ai fait des trucs comme le Buzz Booster ou End of the Week, qu'on fait un peu parler d'eux. J'ai gagné le championnat de France et j'ai été vice-champion du monde. Et puis voilà, hein, après on baroude. Hein. Bah ouais, comme je dis souvent raga hip-hop parce que c'est le terme qui colle peut-être le mieux. Après, moi, dans ma démarche, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire, c'est d'être inclassable d'une manière, quoi. C'est que quand tu m'entends chanter, tu me prennes pour un vrai chanteur, un vrai chanteur, et quand tu m'entends rapper, tu te dis pas, tiens, il rappe qu'à moitié, quoi. Donc c'était ma manière à moi d'être original, parce que pour moi ça faisait partie quand même d'une des grosses définitions du hip-hop, quoi. C'était quand même d'arriver avec un truc qui te démarque des autres. Et après, j'ai inventé aucune formule, hein, tu vois. Le raga, il était là, le hip-hop aussi. Il y a déjà des gens qui ont fait ces fusions-là. Mais sauf que moi, j'ai vraiment poussé les deux univers à leur extrême, quoi. C'est-à-dire que je peux me retrouver sur une scène reggae à faire 1 heure de reggae, dancehall. Et pareil, sur des sets hip-hop où je peux me retrouver dans des End of the Week à freestyler, à improviser. En tant que rappeur à part entière, quoi. Donc après, ouais, ça a toujours été le but aussi de pas pouvoir être classé, quoi. Bah ouais, parce que déjà dans un premier temps, je pense que ça a été très difficile au départ, quand tu sors de nulle part, d'imposer ce délire-là de rap et chant. Au début, voilà, j'ai essuyé beaucoup de recalage avant que les gens se disent, bon, ça peut être crédible, tu vois. Au début, les gens se disent non, faut choisir, même professionnellement, où est-ce qu'on place ton CD dans les bacs, ce genre de choses-là, tu vois. Ouais, c'est plus dur parce que le milieu professionnel de la musique, il se trouve à Paris. Après, en tant qu'artiste, un artiste, il évolue de la même manière partout, quoi, tu vois. Je sais que pour faire des scènes ou pour rapper, pour faire ce que n'importe quel rappeur fait, on est tous pareils, tu sais, quand tu commences à tourner, tu te rends compte, moi j'étais en Suisse, n'importe où, dans le sud, au nord, à l'est, à l'ouest, et tu te rends compte, tu as toujours une version de ton histoire un peu modifiée, quoi. C'est-à-dire que tu as toujours un queumé qui va être dans un groupe d'une dizaine, d'une quinzaine de potes, que tout le monde commence à rapper plus ou moins par kiff. Ça finit par se resserrer et t'as que les plus passionnés qui restent, tu vois. L'histoire, elle est similaire partout. Et je pense pas que tu sois de province ou de Paris, c'est la même chose. Après, c'est le milieu professionnel qui est un peu plus dur à approcher, tu vois, parce qu'il y a une file d'attente et si tu essayes de griller des cases, on va te dire attends ton tour, tu vois. Il y a eu beaucoup de hasard en fait dans tout ça. C'est-à-dire que le Buzz Booster, c'est pas moi qui m'y suis inscrit, c'est une personne qui m'entourait, qui m'a dit tiens j'ai vu ça, inscris-toi à ce truc-là, t'inquiète.
Nous, au début, on prenait pas trop ça au sérieux, tu vois, les tremplins, on se disait, qu'est-ce que c'est que ça. On a fait l'édition locale où c'était avec des gens qu'on connaissait de Rennes, donc ça, voilà, c'était bon enfant. Et c'est à l'édition régionale où il y avait une big scène, il y avait les mecs de Canal Street, les mecs d'Hip Hop Session, pas mal de gens un peu du milieu. Et là où on s'est dit, ah ouais, quand même, vas-y, viens, on essaye quand même vas-y, viens, on fait le truc, viens, on essaie de cartoucher le truc, tu vois. Et c'est à partir de là où c'est devenu sérieux, qu'on a fait l'édition nationale et que ça s'est bien passé. Et End of the Week, c'était pareil. C'est un festival dans la région qui m'a appelé pour un battle MC à la base, tu vois. Il me dit, on cherche des concurrents pour faire des battle MC, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit oui, je savais pas que c'était l'End of the Week, tu vois. Et c'est quand je suis arrivé que je me suis rendu compte que c'était ça. Tu n'étais pas préparé? Non, 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 du tout. Moi, j'étais préparé en mode van, battle, impro, tu vois. Et je vois ce truc-là, je me dis, bon, bah vas-y, on va y aller, tu vois. Il s'avère que j'ai gagné. Donc, tu vois, ça a été très hasardeux aussi, toutes ces choses-là qui sont venues la même année. Et voilà, qui se sont bien passées parce qu'on a fait en sorte que ça se passe bien. Mais il y avait un côté très hasardeux autour de tout ça. Ces dernières années, j'ai pas entendu beaucoup de formats mixtape. Je trouve le format des EP, enfin moi c'est pas un truc qui me passionne, ce format là. Quand j'aime un artiste qui m'envoie un EP, je reste un peu sur ma faim. Et on est vraiment dans une mode de EP, donc je me suis dit, tu vois, on en revient à ce truc là d'être original aussi. Et donc voilà, je voulais venir avec une mixtape, et puis vu que c'est vrai que ce CD je l'ai un peu construit de manière décousue, que ça permet d'être une carte de visite aussi pour des gens qui me connaissent moins, je me suis dit que ce format là, il était idéal. Bah, ça ramène à la première mixtape que j'avais sortie en 2008, qui était très artisanale, où tu vois, j'avais appelé le cas local parce que ça tournait qu'autour de ma région, tu vois. C'était du main à main, des trucs gravés soi-même, où je faisais des guettas sur des CD qu'on gravait, tu vois. Et vu que je voulais revenir à cet état d'esprit-là, en fait. Et c'est pour ça que je l'ai appelé le volume 2, ouais, pour revenir vraiment à cet esprit de mixtape, de performance, ça me parlait. Ouais, ce morceau-là, en fait, il s'est créé. Il y avait déjà le morceau original qui existait. Et en fait, les producteurs de ce morceau-là cherchaient une manière de décliner leur réseau en France. Tu sais, quand ils veulent faire marcher un morceau anglophone, souvent ils appellent un artiste français pour faire un remix. Et en fait, la personne qui a mixé ce son-là, c'est la personne avec qui je travaillais pour mes CD. C'est quelqu'un qui habite à Rennes, qui est vachement dans le réseau Reggae Dancehall. Ils l'ont contacté, ils lui ont dit, est-ce que tu connais des artistes français? Donc lui, évidemment, il m'a glissé sur le plan. Il s'est dit, tiens, vas-y, essaye de poser sur ce truc-là, ils vont voir ce qu'ils en disent. Donc nous, on a posé, ils nous ont envoyé l'instru, j'ai posé, et il y a eu des très bons retours. Barrington en personne qui a dit ah, je veux la traduction de ce truc là, ah c'est votre, je l'ai lu noir sur blanc, hein, qu'on dise pas que je suis un... il a dit ah c'est votre Busta Rhymes français, je kiffe grave le truc, tout ça, donc c'est super flatteur venant de la part d'un mec comme Barrington Levy, tu vois. Et donc c'est comme ça que ce morceau là est né, ouais. C'est voilà une opportunité que j'ai eue, j'ai posé. Si ça leur avait pas plu, ils auraient dit non, trouve-nous quelqu'un d'autre. Et là, pour le coup, ils ont super accroché au délire et c'est resté comme ça, quoi. Ouais, Monsieur Danny Dan, bah ouais, ce morceau-là, il s'était fait dans le cadre de... C'était un projet via Vrong, en fait. Vrong, la marque de sable avec qui je roule énormément. Et ils avaient ce projet-là qui s'appelait The Bridge, où ils réunissaient un artiste de l'ancienne école avec la nouvelle école, l'ancienne école avec la nouvelle école. Le premier, c'était Alpha One et Roca. Et le deuxième, c'était moi et Danny Dan. Et voilà, moi j'ai reposé ce morceau sur ma tape naturellement parce que j'aimais bien le morceau et que voilà, Danny Dan, grosse référence. Pareil, hein, une rencontre qui s'est fait assez naturellement. C'était autour du Buzz Booster au départ, parce que lui il l'avait gagné l'année d'avant. Donc je l'ai rencontré à mon édition, l'année où moi je participais. Il avait vu ce que je faisais, on s'était check, machin, et puis par la suite, à force d'échanger le micro, on a vu qu'on s'entendait super bien musicalement et humainement. Et donc voilà, c'était tout naturel. On se disait déjà, ouais, il faut que tu poses sur ma tape, au même titre qu'il me disait, il faut que tu poses sur mon EP. Et donc voilà, c'est une combinaison qui s'est fait assez naturellement. Je lui ai fait écouter le morceau qui était déjà posé. Et je cherchais justement un rappeur. Je voulais pas que ce soit moi qui fasse la partie hip-hop.
Et quand je lui ai proposé le truc, il a super adhéré, parce que ça colle aussi à sa vibe du moment qui est super un peu soul food, super teinté, c'est super musical ce qu'il fait en ce moment, donc ça collait assez bien et il a apprécié le truc et il a posé naturellement. Je pense qu'il apprécie aussi ce que je fais et c'est vrai comme tu dis, il y a des similitudes au niveau de la technique. D'ailleurs c'est ce qu'on s'est dit, quand on a fait ce morceau, je voulais pas qu'on fasse un morceau hyper rap saccadé parce que c'était trop téléphoné. Et puis en plus de ça, il a ce côté chant aussi qui revient pas mal chez moi, donc je pense que ça pourrait être un beau projet. Après voilà, il fait ses trucs, je fais mes trucs, on n'en a pas parlé, mais ouais, je pense que ce sera un truc qui aura de la gueule, ouais. Grave. Ouais, on me l'a déjà dit, bah déjà il est dans la même ville, tourné dans la même ville et ouais, il ressemble beaucoup parce que je pense que déjà Perpignan c'est super. Il y a des endroits super caractéristiques, quoi. Moi, la première fois que je suis venu, j'ai dit putain, mais ça défonce cet endroit. Et c'est vrai que par rapport à la couleur du morceau, moi, il m'avait dit que s'il voulait, il pouvait monter pour faire ça chez moi. Rennes, Paris, c'était pas possible par rapport à la couleur du morceau. Et donc moi, j'ai dit non, tu sais quoi, on va faire ça chez toi. Et puis après, ouais, par rapport au le reste, je pense que c'est super hasardeux, hein. Tu sais, j'ai laissé le soin au réalisateur du clip de faire le reste. Et donc c'est vrai que ouais, forcément il y a Némir, le truc est tourné à Perpignan, on est dans son univers, hein, aussi. C'était ça que je voulais aussi, c'est qu'on rentre dans l'univers aussi de Némir qui collait super bien au morceau, quoi. Donc c'est sûr que forcément ouais, il y a des similitudes avec son univers. Non, il n'y a pas vraiment de style dans lequel je me sens le plus à l'aise, parce que ça fait plusieurs années maintenant que je jongle entre les deux, pardon, que je peux me retrouver, ouais, comme je te disais, sur un set reggae ou sur un set hip-hop. Et c'est vrai que l'un vient en renfort sur l'autre quand je commence un peu à saturer, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de trois quatre morceaux de rap écrits, j'ai besoin de passer à autre chose, quoi. Tu sais, c'est comme, je pense que j'aborde la musique de la même manière qu'on est humainement, tu vois. Il y a des moments où tu es speed, super énervé, tu as envie de bouger, voilà. Il y a des fois où tu es en mode plus posé, plus calme, plus détendu. Et moi, c'est vraiment cet équilibre-là que je cherche dans la musique, quoi. Quand à un moment, niveau rap, j'envoie pendant trois quatre morceaux, ça me fait du bien d'aborder le truc différemment, quoi. Le public qui est pas sensible aux mêmes choses, tu vois, dans le reggae, tu peux prendre un forward sur une mélodie, tu vois. Tu balances un reggae, si la mélodie, parce que les mecs c'est des mélomanes et qui sont vachement penchés sur ce truc-là, s'ils sentent que la mélodie leur parle, ils vont crier, réclamer un pull-up, peut-être un truc qu'il y a moins dans l'hip-hop parce que il y a des fois j'ai l'impression aussi que chanter, à des moments ça peut être diabolisé. Tu fais un refrain chanté, ça va être connoté super commercial, super. Alors que dans l'hip-hop, les gens vont peut-être être plus sensibles aux lyrics par exemple, tu vois. Tu peux balancer une punchline et soulever toute une foule, alors que dans le reggae, ça va vraiment plus être les mélodies, le message général du morceau, alors que dans l'hip-hop, c'est beaucoup plus sur une punchline, sur une technique. Les similitudes, elles se trouvent là, mais après, la vibe générale, honnêtement, moi j'ai toujours mêlé les deux, et que ce soit sur... moi, les reggae que j'ai fait à des concerts hip-hop, ils ont toujours été très bien accueillis, et vice-versa, tu vois. Et c'est pour ça que je pense qu'en vrai, ça reste de la musique, tu vois. Donc il y a des petites similitudes au niveau du ressenti du public, mais elles sont très, très proches, quoi. Busta Rhymes, forcément, tous les techniciens des États-Unis, que ce soit Busta Rhymes, Tech9, Twista, Ludacris, tous ces mecs-là un peu du flow. Après, il y a des artistes comme Damien Marley, des Buzzy Signal, des Tarrus Riley. C'est très large mon panel d'écoute, il est super large. Et c'était ce truc-là aussi que je voulais transmettre au départ dans ma musique, c'est que moi j'ai toujours été, tu sais, j'étais un gros mordu aussi de R&B, que ce soit du Music Soul Child ou du Dwele ou du R. Kelly, les albums, ils sont là, je les connais, y a pas de souci, tu vois. Et quand j'ai commencé la musique, je savais que j'avais ce côté vachement versatile même déjà dans l'écoute et c'était un truc que je voulais transmettre aussi, tu vois. Donc ouais, ça peut passer de Damien Marley à Method Man, à Chip Foo, la scène ouest aussi, tu vois, que ce soit les Snoop, même les Kendrick Lamar plus récemment. Mais principalement, ouais, c'est les techniciens et puis la scène reggae dancehall jamaïcaine, quoi.
Un album de chevet, bah, je pense il change régulièrement. Hein. Tu vois, récemment, je pense que ça a été le Kendrick Lamar. Bah après, il y en a énormément. Hein. Tu vois, je me suis buté à des Genesis de Busta, au Blackout de Method et Redman. Il change régulièrement. Récemment, je dirais le Kendrick Lamar, parce que c'est le souvenir le plus frais que j'ai. Mais ouais, ça change tout le temps. Hein. La musique, si on doit rester sur un album qui est sorti à un moment, c'est quand même triste. Tu vois. Ouais, l'album, je suis sur l'album. C'est vraiment la mixtape est censée faire le pont à l'album. J'y travaille. Je suis dessus, je suis au stade de maquette et d'écriture. Et ouais, ça devrait arriver courant 2014. Hein. Ça m'évoque le film Do the Right Thing. C'est la scène où le mec il lui marche sur sa basket là, c'est ça, basket blanche. À chaque fois que basket blanche, ouais, c'est ça, c'est cette scène là, je sais pas, ça a dû me marquer quand j'étais plus jeune et que j'étais tombé dessus. Et puis après c'est vrai que ça arrive, hein, tu sais, quand t'as une paire, surtout dans le métro là, parisien là, j'en ai fait les frais plusieurs fois, de la basket blanche qu'on vient te souiller à peine sorti de sa boîte. Donc ouais, Do the Right Thing. Ouais. La mixtape le 23 septembre, l'album devrait arriver incessamment sous peu. J'invite tout le monde à jeter une oreille pour ceux qui découvriront. Voilà, c'est que le début. Bang!